Donc, d'abord, ce qui était important, c'est la première étape de tes expériences sur Ibi Village, hein, le puits de carbone. Donc, un peu d'où ça vient, d'où vient cette compréhension de faire le lien entre régénérer l'environnement et faire le lien avec le social, évidemment. Ça, c'est très important, il faut les deux. Première chose. Deuxième, comment est-ce que tu as augmenté cette vision sur les plateaux du Batéké? Il y a sûrement plein de choses que j'ignore. Après, ce que je trouvais intéressant de voir, au cas où c'est possible d'en parler en public, c'est ce que tu as appris finalement de cette expérience que tu as eue aux côtés du gouvernement, hein, sur toute cette période-là où tu as pu voir dans les coulisses comment ça fonctionne pour pouvoir agir sur le terrain. Et puis finalement, ta vision pour l'ICCN, quoi. Bien compris. Okay. Oui. Ça me semble assez logique. Voilà. Mais donc, n'hésite pas à dire, parce que ce qui est intéressant, évidemment, c'est d'inspirer des gens, des dirigeants qui ont la pétoche maintenant, qui ont perdu le nord, qui perdent la vision, qui ne savent pas. Et pourtant, c'est la systémique, c'est créer du lien qui est la solution. Donc, c'est pour vous dire, regardez ce qui se passe en RDC, allez voir la vidéo. Voilà. Là, merci un million de fois, Olivier, de nous rejoindre pour cette interview. Pour qu'on puisse partager tes meilleures pratiques en RDC. Donc, Olivier Muschietti, on mettra le lien de ton profil LinkedIn dans la description de cette vidéo pour qu'on puisse apprendre à te connaître un peu. Ce qui va nous intéresser peut-être en préalable, c'est d'abord voir un peu qui tu es et quel est ton historique, et pour assez vite parler de tes premières expériences d'économie régénérative à Ibi Village. Parle-nous un petit peu de toi pour te présenter rapidement. Ok, écoute, mon nom c'est Olivier Muschietti, je suis né ici au Congo au tout début de l'année 1960, donc quelques mois avant l'indépendance. Du mariage entre un homme congolais et une femme belge qui était congolaise à l'époque puisque le Congo était belge. Voilà, donc pour la petite histoire. Alors j'ai fait passer toute mon enfance ici à Kinshasa. J'ai fait mes études universitaires à Bruxelles, à l'ULB, d'où je suis sorti en 87 ingénieur agronome des régions tropicales et subtropicales. Et déjà, tout de suite, là, d'entrée de jeu, en ayant eu cette enfance congolaise combinée par des études d'agronomie de haut niveau, c'est très tôt qu'est venue l'idée de travailler sur le plateau des Batéké, avec cette idée fondamentale de faire de l'agroforesterie, hein, c'est-à-dire de combiner de l'agriculture alimentaire avec de la plantation forestière, avec plusieurs objectifs là-dedans. Le premier étant d'assurer de l'agriculture à long terme sur des terrains à faible fertilité, ce que nous avons fait, ça a marché, ça a prouvé. Et l'autre aspect des choses était de répondre à la demande de la ville de Kinshasa en charbon de bois, en plantant des arbres qui ont comme destination de fournir du charbon de bois. Donc, ce qui fait que en train de couper les forêts naturelles. Donc, c'est un exercice qui est quand même assez important. Et donc, cette idée-là est née très, très tôt, je dirais vers la fin des années 80. À cette époque-là, mon père était encore vivant et nous avons des terres familiales et coutumières sur le plateau des Batéké de grande envergure, hein, puisque le domaine d'Ibi, dont je suis aujourd'hui le chef coutumier, a une superficie totale de 22 000 hectares, ça fait 220 km². C'est très grand. Et à l'intérieur de ces 220 km², on a planté une forêt qui aujourd'hui a une surface totale d'à peu près 1500 hectares. Alors, ce projet donc, sur lequel on a commencé à maturer à la fin des années 80, début des années 90, à l'origine, c'était simplement faire de l'agroforesterie. C'est sur le tout début des années 2000 que nous avons eu l'opportunité, je vais dire, de rajouter la composante carbone, qui était assez nouveau, hein. Le protocole de Kyoto, c'est 1996. Et donc, on a été parmi les tout premiers à faire enregistrer notre projet à la Convention 4 des Nations Unies pour les changements climatiques. Et alors, si tu veux, toute cette combinaison a finalement donné un succès, puisqu'on a réussi à planter les arbres, on a réussi à mettre la population locale au travail dans une forêt qui a été plantée pour ça, donc dans une forêt en fait artificielle, mais qui a rempli sa mission de fournir de l'alimentation, de fournir du charbon de bois,
et enfin de stocker du carbone. Aujourd'hui, il y a 43 800 tonnes de carbone qui sont stockées dans la forêt d'Ibi et qui sont officiellement enregistrées comme stock carbone de la RDC dans les registres internationaux. Alors, cette expérience-là que je raconte en 10 secondes, évidemment, ça a pris 20 ans. Donc, c'était un peu long quand même. Mais aujourd'hui, toute mon entreprise, mon organisation et moi-même, nous sommes détenteurs de ce savoir-faire quasiment unique. Au monde, on a une 60aine de projets mécanismes de développement propre. En Afrique, il y en a une 15aine, 16, je crois exactement. Et en Afrique centrale, ici au Congo, il n'y en a qu'un, c'est le puits de carbone Ibi Bateke. Donc, c'est quand même une certaine fierté. Alors, si tu veux, un peu grâce à toute cette expérience et tout ce savoir acquis, là, tout récemment, je viens d'avoir le grand honneur d'avoir été nommé directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ce qui m'offre une opportunité inimaginable de répliquer le modèle à très grande échelle. Et quand je dis très grande échelle, l'ICCN, par aires protégées plus les zones tampons périphériques, ça représente 25% des 2,5 millions de kilomètres carrés de superficie de la République démocratique du Congo. Pour donner une idée, c'est combien de fois la Belgique? J'ai fait le calcul. On ne peut pas répondre à cette question-là. Il faut des ordinateurs hyper puissants pour calculer. Moi, j'ai fait le calcul, c'est pratiquement 20 fois la surface de la Belgique. Ah oui, ça doit être quelque chose comme ça, oui. C'est colossal. Mais ce qui va m'intéresser avant que tu plonges dans la vision que tu as pour l'ICCN, puisque c'est donc ton job, maintenant, j'aimerais quand même forer un petit peu plus loin sur comment tu as fait pour articuler la valeur ajoutée humaine, donc avec évidemment les chefs coutumiers, les villages, les gens qui habitent sur ce plateau, et la régénération des savanes, donc de ces terrains, de ces gigantesques terrains dont il y avait la garde. Oui, écoute, en fait, selon moi, aujourd'hui, c'est pas encore véritablement un grand succès parce qu'on reste quand même très fortement sous les menaces des feux de savane. On n'a pas encore réussi à maîtriser totalement cet aspect-là des choses sur le terrain. Mais il faut quand même observer qu'il y a eu un progrès par rapport à la situation de base. Donc ça, on a quand même réussi à le faire. Et malgré tout le travail qui a été fait jusqu'à présent, il y a encore beaucoup de travail qui reste à faire. Si tu veux, et pour être simple, ce que nous avons réussi à faire pendant une quinzaine d'années, ça a été de mettre au point un prototype. Et donc aujourd'hui, nous avons un modèle prototype qui tient la route, quoi. Et que nous avons déjà réussi à répliquer à petite échelle dans des milieux villageois plus naturels, je vais dire, que celui d'Ibi. D'autres que nous ont fait ça. Il y a eu des programmes plus importants, notamment financés par la Banque mondiale. Et d'ailleurs, je reçois un des chefs de programme ici dans quelques minutes après toi dans l'entretien. Donc, je vais dire, pour être simple, qu'on a vraiment entre nos mains aujourd'hui un certain savoir-faire qui a été accumulé sur une longue période de temps. Évidemment, il y a eu des échecs, il y a eu des succès, et c'est aujourd'hui la balance entre les deux qui est extrêmement intéressante. Je vais dire par rapport aux échecs, la grande chance que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, j'ai autour de moi, et grâce à la position que j'occupe, des institutions scientifiques de très haut niveau. Je pense par exemple à l'ERAIF, je pense à l'UNIKIN, je pense à l'université de Bosse-Cotin, Bel Campus. Enfin, on a tout un vivier de savoir et de connaissances que nous pouvons maintenant orienter sur un modèle déjà mis au point. Et là où, encore une fois, on retombe dans l'opportunité, c'est qu'avec la position que j'occupe maintenant, nous allons être en mesure de donner à ça une vraie forte impulsion à caractère politique. Et ça, c'est fondamental dans un pays comme le nôtre. Vous connaissez l'histoire du Congo. On a quand même vécu. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui une étape de transition historique. Ce qui se passe politiquement au Congo ne s'est jamais passé avant et ne se repassera probablement plus jamais après. Donc, nous sommes dans une phase de transition extrêmement importante. Et comme toute phase de transition, elle fait l'objet d'une certaine turbulence. C'est assez normal. Et maintenant, c'est justement,
je vais dire, la pertinence et la qualité de ce genre de projet qui va donner à cette turbulence finalement une orientation plus paisible et qui va permettre d'organiser un développement durable, j'espère. Dis, Olivier, une question. Ce que nos spectateurs ne savent pas, c'est que tu as travaillé pendant combien, 1 ou 2 ans avec le gouvernement en direct, en assistance du vice-président, c'est ça? Juste avant. Non, c'est même un petit peu plus compliqué que ça parce qu'en fait, pendant plusieurs années, j'ai commencé en fait à travailler pour le gouvernement congolais en 1999 et donc là, j'ai été évidemment conseiller au cabinet du chef de l'État, mais après ça, je suis passé au ministère des Droits humains où j'ai travaillé sur la problématique de la démobilisation des enfants soldats. Ensuite, j'ai été au ministère de l'Environnement où j'ai été justement déjà confronté à toute la problématique de la gestion des aires protégées, des parcs naturels, etc. C'était au début de la création de l'ICCN. Et puis, j'ai fait plusieurs années comme conseiller du ministre des Affaires étrangères en 2 phases. En fait, il y a eu une première phase au début des années 2000 et il y a eu une deuxième phase plus récemment ici. Ça a été 2 phases différentes, mais en fait avec le même ministre, quoi. Hein. C'est ça. Et comment, qu'est-ce que tu as appris justement de travailler dans les coulisses finalement du pouvoir de ce pays colossal qui est la RDC? Qu'est-ce que tu as appris pour pouvoir justement manœuvrer, c'est un grand mot, mais pour pouvoir piloter, pour aller vers des projets d'une envergure colossale de régénération finalement, et des gens, donc des citoyens et de la nature? Qu'est-ce que tu as appris de ça? Quelles sont les clés de succès? En fait, cette expérience a été enrichissante aussi simplement en fait, je vais dire par 2 aspects. Le premier, c'est simplement déjà le contact humain. Hein, c'est-à-dire que on rencontre, en travaillant pour des autorités de haut niveau, on rencontre toute une série de personnages qu'on ne croise pas forcément dans la rue, quoi. Donc ça, déjà, c'est quand même assez intéressant. Le fait de travailler à un haut niveau politique, ça permet aussi de comprendre justement toute la dynamique politique d'un grand pays comme le Congo, avec toute sa complexité. Hein. Ça, je dois dire, un aspect des choses qui me passionne dans ce que je suis en train de faire ici, parce que de cette complexité, de cette diversité, peut naître, je pense, des grandes choses et des grands projets. Et on est en plein en train de travailler là-dessus en ce moment même. Donc ça, certainement. Et je vais dire, l'autre grand apprentissage pour moi de ces expériences de politique de haut niveau, c'est de ne pas avoir peur de voir grand. Parce que c'est un peu le handicap ici au Congo, c'est qu'on a tendance à faire très petit. Alors, je sais, small is beautiful, mais si on ramène le small is beautiful à l'échelle du Congo, le small, ça doit quand même être un peu conséquent. Sinon, c'est trop petit et ça se fait avaler par des influences perverses. Donc, il faut arriver avec de la masse, avec une énergie potentielle importante, sinon on n'y arrive pas. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, on a 5 ou 6 grands projets ici avec l'ICCN que je suis occupé de m'employer à mettre en œuvre. Donc, pour faire un focus, donc, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Quelles sont les clés que tu vas mettre en place? C'est évidemment de la systémique pur jus. Hein, donc, on se souvient de ton témoignage je pense, 4e ou 5e sommet d'économie systémique au passage 44 à Bruxelles. Hein, où tu as pu témoigner déjà de ça. Donc, tu appliques finalement les clés de l'économie systémique pur jus. C'est créer du lien, c'est vraiment dans les modèles créer la régénération. Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Quelles sont les clés de succès pour pouvoir lever finalement les difficultés que tu vas de toute façon rencontrer? Quelles sont les clés de succès que tu sens, dis ça, je vais mettre en place, qui pourraient inspirer aussi nos dirigeants et d'autres dirigeants dans d'autres pays? Écoute, il n'y a pas de grand miracle et de grand mystère. La clé du succès, c'est d'abord les hommes. Hein. Les hommes au sens large, hein, bien sûr, avec les femmes, gender issue oblige. Mais non, c'est vraiment d'abord de réussir à identifier les ressources humaines
compétentes. Et quand je dis ça, ça veut pas dire compétentes avec un diplôme de docteur universitaire. Ça veut dire des gens qui sont efficaces dans leur performance quotidienne, quel que soit le niveau auquel ils travaillent. C'est complètement fondamental. C'est que je pars simplement de mon expérience vécue, mais conduire un tracteur, je veux dire plutôt acheter un tracteur, c'est extrêmement facile. Tu payes $50,000, tu as un tracteur, il est là. Boum, et il n'y a plus qu'à le conduire. Alors c'est là que ça commence, là, parce que comment tu vas le conduire? Il faut avoir la compétence, il faut avoir la disponibilité, enfin bon, blablabla. C'est sur la grosse machine, c'est l'homme qui va déterminer de l'efficacité de cet outil. Et ce que je dis là, je le pense de manière extrêmement profonde, parce que comme tu le sais très bien, mon cher Michel, nous sommes à l'heure du Bitcoin, nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Là, nous discutons en nous regardant en direct grâce à des satellites incroyables qui volent au-dessus de nous. Donc là, aujourd'hui, la technologie est à un très très haut niveau. Alors ça, formidable, c'est très bien, mais nous sommes encore dans une situation où les écarts entre les plus riches et les plus forts sont scandaleux. C'est pas normal une situation pareille. Et donc, bon, je m'éloigne un peu de mon sujet, mais donc faire confiance dans l'humain, pour moi, c'est vraiment le facteur clé de succès. Et c'est le plus difficile à organiser. Après, pour le reste, j'ai cette chance extraordinaire aujourd'hui de diriger une institution publique congolaise qui a comme mission la conservation de la nature. Alors déjà, il faut savoir que de par le monde, des institutions comme la nôtre, dotées d'un statut aussi puissant que la nôtre, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, pour l'instant, j'ai encore un statut d'intérimaire. Je suis en attente d'avoir une ordonnance du chef de l'État qui probablement pourrait sans doute me confirmer dans ce que je suis en train de faire maintenant. Mais donc, le directeur général de l'ICCN est nommé par ordonnance du chef de l'État lui-même, de même que le président du conseil d'administration auquel je réfère. L'ICCN a un personnel d'à peu près 4000 personnes au total, dont 80% sont des rangers, donc des paramilitaires. C'est une unité d'élite qui est sur le terrain et qui assure la sécurité des aires protégées. Ils ont donc une formation spéciale. Ils ont l'autorisation du port d'armes et le droit de s'en servir au cas où ils sont menacés. Ce qui arrive parce que pour la plupart d'entre eux, le quotidien, c'est de la confrontation avec des groupes armés rebelles extrêmement violents, avec des trafiquants de tas de matières premières différentes. Donc ces gens payent un très lourd tribut de leur mission. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour leur rendre hommage ici parce que ça me ramène à ma préoccupation sur l'humain. Donc j'étais en train de dire... On a beaucoup entendu parler du parc des Virunga, c'est ça également. Oui. Mais le Virunga est, je vais dire, l'exemple emblématique, mais quand on part de la frontière avec la République de Centrafrique à l'extrême nord et qu'on descend jusqu'à la frontière avec la Zambie à l'extrême sud, on a à peu près 5000 kilomètres de frontières sur lesquels on a 7 pays différents. Donc t'imagines un peu qu'est-ce que ça représente en termes de mouvement des populations. C'est inimaginable. C'est à l'échelle de l'Europe. Je pense qu'on est en train de parler ici. Ah oui. Donc ta vision, pour clôturer, ta vision justement en tant que directeur général de l'ICCN pour ces zones colossales qui sont en même temps des vrais poumons de la planète, naturels et humains. Comment tu vois ça? Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu as envie de faire notamment ces 5 grands projets dont tu parlais? Ok, écoute, pour moi aussi, c'est relativement simple. J'aime partir de schémas simples, parce que pour le reste, c'est bizarrement compliqué. Ouais. Mais je reviens sur ma problématique humaine. En fait, on a quand même une très grande préoccupation sur la question des droits de l'homme, qui est une thématique transversale et sur laquelle on va certainement beaucoup travailler et qui, à mon sens, pourrait en fait servir de stimulateur, de catalyseur de pas mal d'autres activités. Donc, il est certain qu'on va travailler sur cette thématique-là très fort sur l'ensemble de l'institution, dans les aires protégées, dans le personnel, etc. On va très fortement travailler là-dessus. Une autre thématique transversale qui, pour l'instant, n'apparaît pas encore dans notre agenda, mais là, je vais encore travailler pour la renforcer, c'est le chapitre des préoccupations climatères, le climat.
des préoccupations climatiques, le climat. Pour l'instant, ça n'a pas encore été très fortement pris en compte dans le dispositif de management des parcs au sens large. Donc certainement, on va travailler là-dessus. Alors, la dernière grande thématique qui est, à mon avis, fondamentale, c'est évidemment la restauration de la paix. C'est lié à tout le reste, en fait, parce que en ayant comme objectif d'assurer le bien-être des populations qui vivent dans ou alentour des parcs, c'est-à-dire toutes les communautés locales qui doivent d'une manière ou d'une autre participer le mieux possible à la gestion des paysages. Si on veut réussir ce défi-là, on a besoin de la paix. Or, pour la paix, il y a encore là toute une panoplie d'outils que nous pouvons utiliser. L'agroforesterie communautaire climatique durable est un des outils qu'on va mettre en œuvre à grande échelle, ça c'est sûr aussi. La formation, le renforcement de capacité des gens sur le terrain, certainement c'est un des axes sur lesquels nous allons très fortement travailler. Et si tu veux, toutes ces activités-là auront comme objectif final d'améliorer l'accessibilité finalement à cette biodiversité, parce que le fait de la rendre accessible et de la rendre visible, palpable, et quand je parle comme ça, je pense évidemment à l'écotourisme. Le jour où tu vas venir nous visiter pour aller voir nos girafes, nos gorilles ou nos cercopithèques, tu dois le faire dans des conditions de sécurité, tu dois le faire avec un personnel et une population accueillante, etc. Donc toutes ces composantes-là doivent être réunies. Tout est relié, c'est de la systémique, tout est relié. On commence par l'humain, donc c'est bien, tu as parlé vraiment de la paix et des droits de l'homme, c'est vraiment les fondamentaux de base pour construire tout ça. Eh bien, écoute, est-ce que tu peux encore, qu'est-ce que tu veux encore ajouter avant de clôturer cet entretien de conseils finalement à des territoires, par exemple, comme tu sais, dans l'est de la Belgique, nous avons une zone sinistrée. Une vraie zone sinistrée sur une dizaine de villes et villages. Qu'est-ce que tu pourrais dire, tiens, pour régénérer, amener cette dynamique finalement territoriale qui est microscopique comparée au territoire? Qu'est-ce que tu pourrais amener comme clé de succès, comme conseil? Écoute, j'ai un peu suivi l'actualité européenne ces derniers mois, ces dernières semaines. Je sais qu'il y a eu des très fortes inondations liées à des pluies torrentielles, elles-mêmes liées évidemment aux perturbations climatiques que nous sommes en train de vivre ici maintenant. Donc, désolé de le dire, mais c'est pas un secret, ça fait longtemps qu'on le dit. Et donc, encore une fois, tu sais, vraiment ce que j'ai envie de dire ici, c'est qu'il faut repartir de l'exercice du pouvoir coutumier. Moi, ça me semble fondamental et ça me tient très à cœur, parce que le pouvoir coutumier, que ce soit ici en Afrique ou en Europe, c'est toujours lié à l'humain et la vie de l'homme dans son environnement. C'est le pouvoir coutumier par-delà. Tu sais, la protection de la terre, le respect de la terre, etc., c'est dans les lois coutumières. Alors, ces lois coutumières ont été transformées par l'influence de l'industrialisation qui elle-même a entraîné toute la machine capitalistique qui nous gouverne aujourd'hui à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, je fais partie des gens, avec toi, mon cher Michel, qui souhaitent poser, mais de façon extrêmement fondamentale, la révision du paradigme de la relation de l'homme avec la nature. Aujourd'hui, c'est pas de la rigolade, c'est fondamental, ça veut dire s'interroger. Mais plus que ça, si on ne travaille pas là-dessus, on va avoir des sérieux problèmes. Et revenons à nos pouvoirs coutumiers. Moi, c'est ce que je fais ici. J'associe maintenant très fortement les chefs coutumiers au travail que nous déployons, et ça donne d'excellents résultats. Je suis en train de préparer les états généraux de la gouvernance coutumière sur le plateau des Batékés, parce que je tiens beaucoup à ce que pendant les 5 prochaines années, nous réussissions à améliorer l'efficacité, les performances du pouvoir coutumier en le rétablissant dans son pouvoir régalien fondamental. Comment tu traduirais pouvoir coutumier en vocabulaire belge?
Écoute, c'est très simple. Aujourd'hui, vous avez encore, non seulement en Belgique, mais ailleurs en Europe, vous avez les communes. C'est la plus petite entité, qui existe dans les villages. Et quelque part, les maires de communes, ce sont des chefs coutumiers. Hein. Ils sont élus par une communauté de proximité. Ouais. En général, c'est le boulanger ou le pâtissier. Enfin bon, tu sais comment ça marche mieux. Quoi, hein. Et bon, ici en Afrique, c'est plus vrai, ça n'est pas vraiment par, je veux dire, tradition professionnelle. Hein, tu sais, la personnalité de proximité qui a réussi à atteindre un certain niveau social et qui, de ce fait, attrape la légitimité de la représentation commune. Hein, donc, ici, c'est plus encore familial. Ça marche par les clans, ça marche par les ethnies, Et quand je parle comme ça, je tiens beaucoup à ce qu'on préciser que je suis pas un tribaliste. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais il faut justement, c'est ça, améliorer l'efficacité du pouvoir coutumier. Il faut éviter de se retrouver à travailler de manière cloisonnée. Il faut aller dans le sens de l'ouverture et de la diversité. Ça me semble aussi très fondamental. Mais pour que ça marche, il n'y a rien à faire. Il faut retravailler les fondamentaux. Sinon, c'est compliqué. Donc finalement, c'est de réouvrir, c'est de travailler en intelligence collective locale. Entreprises, citoyens, pouvoir public, toutes les parties prenantes. Donc, c'est vraiment de la systémique pur jus. Voilà. Mais écoute, merci mille fois pour cette interview, pour ce moment. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Continuez à suivre ta bonne étoile. On va vous suivre à distance et on viendra te voir dès que possible dans tes travaux. Voilà. Merci beaucoup. Puis j'en profite quand même pour faire un petit coucou à ma maman, à ma femme et mes enfants qui sont loin de moi malheureusement parce que je suis sur le front sud pendant que je reste au nord. Et puis Michel, avec toute ton équipe, on t'attend. On a du travail à faire ici à très grande échelle et nos portes sont ouvertes malgré le Covid. Oui, voilà. Merci beaucoup. Allez. Voilà, Olivier. Génial. Merci beaucoup, Olivier. Bonne chance. On se tient au jus. Et je suis à ta disposition, hein, si tu as besoin de feuilles de route, de modèles, d'intelligence collective, de trucs, je suis à ta disposition, hein, vraiment. Donc, Extrapreneur, on va lancer la 8e édition d'Extrapreneur sur Namur et Liège et probablement Roubaix, pour régénérer et surtout dans les zones sinistrées à Liège. Et on va tâcher de médiatiser ça. Et voilà, à partir de l'année prochaine, on peut monter les zones sinistrées à Liège, c'était bien à cause des inondations, j'espère. Oui, donc Verviers, Pépinster, Réouaille, Spa, Stoumont, Trois-Ponts, tout ce coin-là, hein, c'est l'est de la province. Mais Namur aussi, ils ont morflé, tu sais. Oui, j'ai suivi tout ça. Michel, merci beaucoup. Je vais te laisser parce que j'ai quelques clients dans merci. Au revoir. Salut, bonne chance. À la maison. Bye. Salut.